Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des femmes, elles ont les clés de l'engagement au travail. On reviendra sur une étude justement sur leur engagement au travail. On en parlera avec Laurent Labbé, le cofondateur de Choose My Company. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, crise et image employeur. On parlera justement de ces situations tendues dans l'entreprise. Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria. Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Mathieu Éloi, le directeur général d'Indeed France. Indeed qui est le leader du recrutement numérique. On va parler du marché du travail en France, évidemment, des tendances, des secteurs qui ont le vent en poupe, des secteurs qui peinent à embaucher et puis des évolutions du travail. On parlera évidemment, vous le devinez, du télétravail. Et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer, commerciaux, la théorie des fauves. On va vous expliquer ce que veut dire cette théorie des fauves avec Éric Vernier, fondateur du cabinet The Best of Human. Voilà le programme pour aujourd'hui. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle aujourd'hui des femmes, de leur situation dans l'entreprise, de leur engagement dans l'entreprise et on en parle avec Laurent Labbé. Bonjour Laurent. Bonjour. Cofondateur de Choose My Company et vous faites des études passionnantes et celle dont on va parler l'est sur l'engagement des femmes. C'est très très intéressant parce que rentrons dans le vif du sujet, quand on parle d'engagement, on découvre, et évidemment on va expliquer pourquoi. Quand on demande aux hommes s'ils sont engagés, ils sont à 75%, indiquent qu'ils sont motivés. Les femmes, elles, interrogées, ne sont que 67%. Donc, facialement, elles sont moins engagées. Oui. Comment vous l'expliquez ? Elles sont moins engagées. Alors nous, on est une entreprise à mission qui a pour finalité d'améliorer la relation au travail. Donc on fabrique des enquêtes autour de différents modèles et on va parler du modèle Happy at Work. Donc avec 18 questions, on va analyser l'engagement, la satisfaction, le bien-être de tous les collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. On a fait un focus spécifique sur les femmes pour classer et pour valoriser les meilleures entreprises, parce que nous, notre but, c'est de parler de manière positive de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a un classement. Bon. Mais là, je vais aussi parler de trucs qui ne fonctionnent pas, ce qui est assez rare pour nous. C'est intéressant d'expliquer pourquoi ces femmes ont 6 points d'écart avec les hommes. Ouais. Parce qu'en fait, elles se sentent quoi, moins engagées, parce que la relation avec les hommes est différente, parce que leur plan de carrière n'est pas le même. Alors, elles sont 2/3 à être engagées, donc c'est pas mal. Pour ceux qui disent que les femmes critiquent toujours, quand on présente les résultats, on l'entend énormément, ce qui est complètement faux. Elles sont quand même 2/3 à être engagées. C'est 5 points de moins que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles voient moins d'évolution professionnelle, elles sont moins payées, 22% de salaire en moins, donc ça se concrétise. Toujours pas. 22, vous confirmez ce chiffre? On est aux alentours de 20%. Oui, il y a un débat sur le... On est arrivé vers 20, voire un peu moins. Ça progresse un peu, mais on est à 20%. Donc ça se traduit comment ? Et on a d'ailleurs un peu de chance sur le sujet, parce que c'est que moins 7 points de satisfaction sur le salaire entre les hommes et les femmes. Et elles voient moins l'impact de leur travail sur la réussite de leur équipe et du projet d'entreprise. Et plus l'entreprise est grande, alors qu'elle a des moyens, qu'elle est processée, qu'elle est soumise à des contraintes, et moins les femmes sont heureuses d'y être. Alors j'allais y revenir, vous avez fait des classements avec des noms d'entreprises, vous en citerez quelques-unes, celles qui arrivent premières dans les plus de 500, dans les moins de 500, de 100 à 500. On citera quelques entreprises qui sont des entreprises vertueuses, mais ce qui ressort de l'étude, c'est qu'effectivement, quand elles sont dans les PME, elles se sentent plus engagées. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, il y a une espèce de côté mastodonte, on est un peu perdu dans les grands groupes, alors que dans la PME, effectivement, on voit beaucoup plus concrètement ce que l'on fait. Alors la PME, elle a des relations entre les collègues qui sont bien plus positives. Elle crée plus de sens. Les PME se sont tournées plus facilement dans leur modèle économique et dans leurs gestes vers des projets à impact sociaux et environnementaux, et elles y sont extrêmement sensibles. Elles les retrouvent beaucoup moins dans les grandes organisations. Et en termes de salaire, elles sont, on va dire, moins mécontentes que dans les grands groupes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont contentes. Il y a toujours un écart. Il y a toujours un écart, mais il se resserre. Pourquoi ? Pas parce qu'elles sont fondamentalement mieux payées dans l'absolu. C'est que les femmes étant plus sensibles que les hommes aux questions de justice, elles considèrent que les écarts de salaire et la répartition des profits est moins
scandaleux, on va dire, dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises. Ça, c'est très, très intéressant. Parlons quand même de ces classements, de la manière dont vous les avez opérés, parce qu'il faut suffit d'aller sur votre site pour découvrir la liste de ces entreprises. Sur quels critères vous vous êtes basé et est-ce que ce sont les salariés femmes qui ont dit, bah oui, cette entreprise, la première, des plus de 500, bah oui, elle fait des efforts. C'est quoi les critères qui vous ont permis de les classer premiers jusqu'à une vingtaine, puisque le tableau va jusqu'à 20, je crois? Alors, le principe de tout ce qu'on fait à Choose My Company, c'est qu'on se base à 100% sur l'expérience réellement vécue par une partie prenante. Donc vous les entendez, ces femmes, vous leur donnez la parole? Ah bah c'est à 100%, tout ce que je vous dis, c'est à 100% le ressenti de ce qu'elles nous disent. Voilà. On considère que les audits, les process, les moyens mis en place par une organisation sont au service du développement de l'individu. Donc, nous, on va regarder à la fin si les individus, quand ils s'expriment, le font positivement ou pas. Donc, ce qu'on appelle l'expérience réellement vécue. Là, en l'occurrence, on a 45 000 salariés d'entreprises de toute taille qui sont exprimés sur le modèle Happy at Work. Ce qui fait un très beau panel. En un peu moins de 12 mois. Ça fait un beau panel, effectivement. Et on a évidemment fait un tri sur ce que nous ont dit les femmes. Et elles se sont exprimées sur 18 questions réparties en 6 thèmes. On a l'environnement de travail, on a le développement professionnel, on a la motivation, la fierté, la reconnaissance et le sens. L'entreprise qui arrive première, il faut avoir combien de points? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que celle-ci est première et qu'elle n'est pas seconde ou dernière? Première, c'est tout simplement celle qui a le pourcentage de satisfaction le plus important, mais pondéré aussi d'un coefficient de participation, puisque la participation dans ce genre d'enquête est une preuve aussi de l'engagement des collaborateurs envers leur entreprise. Donc plus il y a de collaboratrices qui répondent au questionnaire et qui en plus le pondèrent positivement, fait qu'elle prend de l'avance dans le classement. Et on a rajouté un critère cette année qui est très important, c'est que comme on a des champs libres, qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'entreprise, le moins dans l'entreprise. Si on a des remontées de ce qu'on appelle des risques sociaux illégaux, par exemple quelqu'un ou une femme ou un homme qui dirait nous avons des attitudes sexistes ou racistes ou discriminantes dans l'entreprise, alors on vient dégrader la note d'une entreprise en fonction du nombre de risques sociaux illégaux qui sont remontés. C'est intéressant parce que c'est l'API Index at Work, mais c'est évidemment piloté par Choose My Company et la façon dont vous vous exprimez donne, et on va parler de la RSE dans quelques instants, donne l'impression que vous voulez aussi vous positionner, votre entreprise, un peu comme l'agence de notation RSE. C'est-à-dire que, voilà, il y a la RSE, il y a les index égalité homme-femme, ça c'est obligatoire pour toutes les entreprises, et puis il y a des aiguillons. Est-ce que c'est un peu ça votre idée finalement? Quand on a monté Choose My Company il y a 10 ans, on a inscrit ce qu'on faisait dans un projet de ressources humaines pures. Attractivité, marque employeur, bien-être au travail. Depuis 2 ans, en fait, on s'aperçoit que tout ce qu'on est en train de faire rentre dans un cadre plus global qui est la RSE ou le SG. Et nous, on veut peser sur le S de la RSE et le poids qu'on veut prendre, c'est sur la réalité de ce que vivent les collaborateurs au contact d'une organisation. Alors là, on parle des salariés, mais ça peut aussi être les stagiaires alternants, les candidats, les clients. Donc ça veut dire que vous souhaitez devenir une référence. On s'appuie sur votre index, on se dit ah oui là Choose My Company, l'index at Work nous ont déclassé. C'est ça aussi l'objectif, c'est de permettre à les entreprises qui sont 20e de pouvoir l'année suivante essayer de grimper dans le classement. C'est ça l'idée. On est un modèle de référence. On a 1850 organisations qui nous utilisent chaque année. Ce qu'on veut faire, c'est 2 choses. Aider les organisations à progresser à travers des comparatifs, des analyses fines de ce qui se passe dans la réalité des expériences vécues-là. Et on veut aussi développer l'attractivité de ces organisations, mais sur la base de ce que vivent vraiment les gens. Et cette attractivité-là, elle sert à quoi? Elle sert à attirer des talents, elle sert à engager les collaborateurs. Évidemment. Et elle sert surtout maintenant à rassurer des clients et des investisseurs qui veulent être certains qu'ils ont pour partenaires. D'où le mot agence de notation. Exactement. Oui, sur le S. On va se demander, on va venir frapper à votre porte en disant juste un mot méthodologique parce que c'est important. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont répondu, panel de 45 000 personnes qui ont répondu. Oui. C'est un travail d'abord de titan évidemment parce qu'il faut dépouiller tout ce qui a été dit. Vous montrez ensuite à l'entreprise ce qui a été dit où il y a une confidentialité totale parce que l'entreprise serait tentée de dire mais montrez-nous la preuve qu'on est si mal classé. Alors l'entreprise elle a accès à tous ces résultats détaillés. Dans la limite de l'anonymat des répondants, évidemment. Ce sont des avis qui sont certifiés. Donc, ce n'est pas des avis qui arrivent de n'importe où sur le web. C'est des avis qui sont certifiés. Donc, la personne a bien été contactée sur son adresse mail pro. Elle a répondu qu'une seule fois. Elle n'a pas répondu en moins de 15 secondes, ce qui prouverait qu'elle n'a pas pu lire. Et puisqu'on veut aider les organisations à progresser, il faut quand même qu'on leur donne une info qui est fiable et il faut qu'on leur donne cette info. Donc on leur fournit l'information, on édite un logiciel SaaS avec des outils ergonomiques, des comparatifs. Et là, ils peuvent s'appuyer sur... Ils peuvent progresser et on les aide à comprendre les résultats. Et là, derrière, vous les accompagnez, j'imagine. Et on va les aider dans une certaine mesure parce qu'on ne veut pas être jugé parti, c'est important. Donc on
On n'est pas un cabinet de conseil. Par contre, on veut les aider à faire émerger des idées et des plans d'action. Et donc, on travaille pour faire émerger par les collaborateurs des plans d'action d'amélioration. Mais on ne va pas les mettre en place, encore une fois, pour ne pas être jugé parti. Non mais c'est important ce que vous dites, parce que quand on est une agence, il faut être dans une forme de neutralité et il faut évidemment avoir une légitimité et être crédible. Ça c'est évident. Avant de nous quitter, je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Il est intimement lié à ce que vous avez fait. C'est la politique RSE. On est au début de quelque chose parce qu'on en parle beaucoup. Et j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de route à faire. On est sur l'environnement, ça a commencé. Malheureusement, le réchauffement a... La prise de conscience est là. La prise de conscience est là. Sur le social, on est clairement au début. C'est-à-dire, il n'y a pas de normes. Ou sociétal, vous avez vu, on utilise les deux mots parfois. Sociétal, ça regroupe l'ensemble quasiment. Donc, nous, on préfère dire impact social et ou environnemental, les deux. On est au début. Les entreprises à mission, ce qu'on est, ont déclaré des finalités à impact positif. C'est le début des choses. On est très peu d'entreprises à avoir ce statut-là. On est au début de quelque chose. Il faut le normaliser. Nous, on est très heureux de voir que, alors malheureusement, c'est des événements un peu catastrophiques qui mettent le feu sous la chaise. Le Covid, le réchauffement climatique, l'affaire Weinstein, et que ça fait avancer le S de la RSE. Mais bon, voilà, ça avance quand même. Vous dites que malgré tout, malgré les index qui sont obligatoires, c'est une loi qui est passée, les entreprises doivent justifier de leur index sur l'égalité homme-femme, ça ne va pas assez loin ou c'est déjà un outil très utile ? Je ne vois pas en quoi les lois ont changé quoi que ce soit depuis 10 ans. Voilà, même pas depuis 20 ans, je fais des ressources humaines depuis 20 ans, y compris dans des grands groupes. Je ne vois pas en quoi les lois ont fait avancer quelque chose. Par contre, la réputation d'une entreprise fait avancer les choses, les tensions sur le marché du travail, donc attirer des femmes et évidemment des hommes, mais aussi des femmes, et qu'elles soient motivées et heureuses, est un enjeu fondamental. Et si maintenant les actionnaires, les investisseurs, les fonds d'investissement, les fonds de fonds se mettent à regarder des critères sociaux, alors là on touche au nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement, et là les entreprises vont s'y intéresser. Il y a quelques scandales récents où si des enquêtes de satisfaction avaient été regardées dans le détail, on aurait su que se couvaient un certain nombre de choses. Les fonds derrière les entreprises concernées auraient demandé... Il faut ouvrir le couvercle un peu, soit on investit 10-20 millions dans l'amélioration du bien-être, on donne quelques moyens, soit on perd 3 milliards en images. En destruction. Plus qu'en images, en destruction de valeur. Destruction de valeur. La réputation d'une entreprise, c'est 38% de sa capitalisation boursière. Merci d'être venu. Je n'ose pas vous appeler agence de notation, Chose My Company, mais en tout cas, ce sont des outils bien utiles d'aller voir ces classements, puis de permettre aux entreprises, évidemment, de pouvoir progresser d'une année sur l'autre. Classement à découvrir sur votre site Chose My Company, réalisé par Happy Index at Work, qui appartient à la structure Chose My Company. C'est un vrai plaisir, Laurent Labbé, de vous accueillir, cofondateur donc, de cette entreprise Chose My Company. Justement, on va faire une petite transition avec le Rex du mois. On va parler des crises en entreprise, de la marque employeur et de la crise, qui fait un peu écho à ce que vous venez de nous dire. Merci. Tout de suite, c'est le Rex du mois. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, directeur de communication d'Emeria. Avant d'évoquer l'image employeur et la crise, on souffle 50 bougies, vous êtes heureux, c'est 50 ans d'Emeria. Foncia et depuis peu Emeria, mais ça fait 50 ans. Emeria qui est le nouveau nom. Qui est le nouveau nom, non mais faut, voilà. Mais la marque Foncia, toujours fortement présente en France, a fêté 50 ans le 12 avril. Joyeux anniversaire. Et merci pour tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices du groupe. Voilà, une petite pensée à tous ceux qui nous regardent, qui tweetent, qui retweetent, qui vous accompagnent dans le Rex du mois très régulièrement. On va parler, Frédéric, d'un sujet qui vient faire un peu écho à ce qu'on vient d'évoquer juste avant. L'image d'une entreprise qui peut être dégradée pour mille et une raisons, l'impact d'une crise sur l'image employeur d'une entreprise. Ça, c'est un sujet sensible. Comment on gère l'image employeur dans une crise ? Alors déjà, au moment d'une crise, la première préoccupation, c'est de gérer la crise et non pas l'image employeur. Ensuite, on va gérer la communication de crise. Et puis, dans la communication de crise, il y a effectivement la partie image employeur, comme la partie interne, qui est aussi très importante en situation de crise. Mais c'est d'abord la crise qu'on gère, puis la communication dans laquelle on va trouver l'image employeur. L'image employeur n'est pas la première préoccupation en cas de crise. C'est ce que j'entends. Vous nous dites, mettons pas la charrue avant les bœufs. Exactement. D'abord la crise, puis ensuite va se mettre en place la fameuse gestion de crise. Justement, dans cette communication de crise, Frédéric, est-ce qu'il faut systématiquement
systématiquement intégrer cette dimension image employeur? Parce que parfois on l'oublie. On fait de la gestion de crise, mais il n'y a pas l'image employeur. Alors, s'il y a un ordre à respecter, et il y a aussi des choses à ne pas oublier. Donc, effectivement, la dimension image employeur, elle est très importante. Et en même temps, elle est présente dans toutes les communications. Aujourd'hui, toutes les communications transpirent. Il n'y a pas une communication dont on serait assuré qu'elle s'adresse à une cible unique et qu'aucune des autres cibles ne pourrait y avoir accès. Donc, que l'on soit un futur candidat, que l'on soit un collaborateur, de toute façon, on est impacté directement ou indirectement par l'ensemble des communications. Et donc, l'image employeur, cette dimension d'image employeur, elle doit être prise en compte aussi dans la communication de crise. Alors, entrons dans des choses très concrètes, parce que quand on regarde la télévision, et évidemment, on parle de sujets qui sont souvent très médiatiques, portés sur le devant de la scène. Pour le grand public, il y a le porte-parole. Celui qui va parler au nom de l'entreprise. Et ça, c'est évidemment la difficulté, parce qu'il faut qu'il intègre tous les risques d'impact sur l'image. C'est très sensible, le choix du porte-parole. Le choix du porte-parole est assez clé dans le cadre d'une crise qui va être médiatisée, c'est-à-dire la raison pour laquelle il va y avoir besoin d'un porte-parole. Donc effectivement, il ne faut pas choisir n'importe qui, et il faut surtout choisir une personne qui est formée à cet exercice. Donc formée. Ce n'est pas forcément son métier, mais elle doit être formée, parce que la communication de crise, ça ne s'improvise pas, et la prise de parole dans ce type de situation très sensible nécessite une préparation, une formation. Après, il y a plusieurs porte-paroles possibles. Et ça va peut-être aussi dépendre de la nature de la crise. Évidemment. Ça peut être un sachant si on est dans une crise très technique, très métier. Ça peut être un acteur de proximité quand il s'agit d'une crise locale plus proche du terrain. Qui touche une filiale. Exactement. Et puis ça sera peut-être le dirigeant, probablement le dirigeant, si la crise concerne par exemple les finances, voire l'avenir, la vie de l'entreprise. Néanmoins, Frédéric, vous confirmez que ce n'est pas systématiquement un dirigeant. On ne choisit pas systématiquement le patron de l'entreprise. Vas-y, parle devant les caméras, parce qu'on le met en danger. Eh bien, on le met en danger, et on met aussi en danger l'entreprise. Oui. Donc, en fait, il faut se poser deux questions, avantages et risques. Est-ce que l'on met le dirigeant tout de suite en lumière, ou est-ce qu'on le réserve pour plus tard? Et en fait, il faut bien se poser la question de que doit incarner le dirigeant pendant la crise. Pendant la crise, le dirigeant, pendant la communication de crise, le dirigeant, il doit incarner l'autorité, il doit incarner l'entreprise, il doit aussi être celui qui apporte les solutions ou les bonnes nouvelles. Et donc, il n'est pas celui qui doit être mis en difficulté ou dans une posture à risque qui pourrait rajouter de la crise à la crise. Donc, il faut savoir aussi segmenter le temps et éventuellement segmenter les porte-paroles pour garder la maîtrise de sa communication, ce qui reste quand même l'essentiel dans une gestion de crise et de communication. Donc, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, on a démarré sur le porte-parole. Vous nous dites, pour le coup, quand la crise s'envenime, qu'elle dure, on peut jouer plusieurs porte-paroles pour répondre à différentes thématiques, parce que parfois un sujet démarre par du technique et on voit qu'il glisse ensuite sur d'autres sujets. On peut avoir plusieurs porte-paroles, ce qui est plus compliqué. On peut avoir plusieurs porte-paroles, et comme je vous disais, ça va dépendre du sujet, un sachant, un acteur local, un dirigeant, et puis aussi du temps. Alors évidemment, il ne faut pas changer de porte-parole à chaque interview ou tous les 3 jours. Non, je vous pose ma question, Frédéric. Plusieurs en même temps ou un seul à chaque fois? Non, c'est un seul. C'est toujours un seul à chaque fois. On l'a vu dans des gestions de crise publiques. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Où il y avait des prises de parole qui parfois étaient contradictoires et qui créaient de l'incompréhension. Donc c'est un seul en même temps. Mais par contre, il peut y avoir plusieurs temps de communication et du coup, plusieurs porte-paroles dans ces différents temps de communication. Ça, c'est la question fondamentale. On parle de gestion de crise. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Grosses erreurs. Il y a des exemples médiatiques. Alors, je vais éviter d'en citer pour ne pas taper sur des cas déjà difficiles. Mais donc, la première erreur, c'est de croire que c'est le dirigeant. Le dirigeant peut être l'ennemi de sa propre communication parce que c'est un promouvant, parce qu'il est persuadé de sa capacité à convaincre, de sa capacité à s'exprimer, mais il n'est pas forcément formé. S'il n'est pas formé, il va peut-être lui-même venir alimenter la crise. C'est la deuxième seconde erreur. Par une maladresse. Alimenter la crise par une maladresse, par des informations qu'il ne faudrait pas délivrer, par une attitude, un comportement, éventuellement un agacement à une question de journaliste. Donc tout ça, ça peut être dangereux. La courtoisie est un des ennemis de la communication de crise, parce que nous sommes tous bien éduqués, nous sommes tous courtois, et donc nous avons tous l'habitude de répondre poliment à une question qui nous est posée. Mais en communication de crise, on vient pour délivrer un message. Donc il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de délivrer le message de communication qui permet de maîtriser sa communication, et pas uniquement et simplement de répondre courtoisement à la question qui vous est posée et qui peut complètement vous amener ailleurs de ce que vous avez à communiquer. Oui, je ne veux pas paraphraser, mais il ne faut pas être discourtois, mais il faut être offensif. Il ne faut pas être discourtois, on est d'accord, mais offensif.
mais je viens pour dire ce que j'ai à dire. Sinon, je ne viens pas pour faire plaisir à ceux qui m'invitent et pour animer leur temps d'antenne. Je viens parce que j'ai un besoin et je dois satisfaire ce besoin. Donc je viens dans le cadre de ma stratégie de communication pour délivrer mes messages de communication, pour toucher mes cibles, pour toucher ou répondre aux points sensibles et les personnes que je dois adresser. Et je ne me laisse pas balader et embarquer sur des sujets qui ne sont pas les messages que je veux délivrer. Voilà, ou sur un autre terrain, ou sur des émotions qui peuvent être justifiées, mais qui ne me concernent pas forcément directement ou qui ne sont pas ma priorité. Alors Frédéric, pour terminer, il nous reste un petit peu de temps, mais ça se prépare, ça s'anticipe, parce que ça me fait penser un peu aux opérations alerte incendie dans les entreprises. Tout le monde traîne des pieds, il faut sortir, il faut se préparer, puis ça énerve tout le monde, ça sonne. C'est pourtant des éléments de préparation au risque d'incendie. Est-ce que de la même manière, pour une gestion de crise, il faut se plier à l'idée qu'on se prépare à une crise? C'est absolument indispensable. Je disais qu'un des premiers risques, c'est de ne pas être préparé, de ne pas être formé. Il ne suffit pas, même pour un communicant d'ailleurs, il ne suffit pas d'avoir de l'expérience et d'avoir une expertise. Il faut vraiment avoir une formation qui soit spécifique à la communication de crise. Ça passe souvent par des médias training, ça passe par des mises en situation. Mais vous savez, quand les politiques préparent des heures ou des week-ends entiers une émission d'interview et qu'à côté de ça, vous avez un chef d'entreprise qui en fait 3 fois par an 5 minutes, alors on est tout à fait dans un décalage qui est en défaveur de l'entrepreneur ou du grand dirigeant. Donc les grands dirigeants et ou les personnes qui peuvent être identifiées comme de potentiels porte-parole doivent être formés à la prise de parole et en plus à la prise de parole en cas de communication de crise. Enfin, vous êtes directeur de la communication, Frédéric Fougera, d'une entreprise imminente, Emeria. C'est pas toujours facile de convaincre son dirigeant qu'il faut donner un peu de place à la communication. Vous avez beaucoup de dirigeants, quand vous leur en parlez, qui vous disent « j'ai absolument pas le temps, c'est le cadet de mes soucis ». C'est pas simple, ça. C'est pas simple, mais quand même, on est quand même dans une période où l'immédiateté, où la crise est quand même très présente. Donc il y a quand même une vraie conscience chez les dirigeants. Prise de conscience, de la nécessité de se préparer. Mais comme je vous le disais, certains dirigeants peuvent faire un excès de confiance dans leur capacité à communiquer. Mais c'est le danger, ça. Les bons dirigeants, le grand patron, lui, saura qu'il a besoin d'être préparé, ne serait-ce que pour le rassurer sur ses capacités et ou sur le bon moment de le mettre ou pas en avant du fait de sa capacité à communiquer et pas seulement à être un communicant, mais à communiquer dans une situation de crise. Et pour boucler notre échange, à ne pas hésiter à avoir généré un paratonnerre qui est le porte-parole, pour éviter de se mettre trop frontalement devant. Exactement. Au début, il mieux vaut envoyer des seconds couteaux. Je fais partie des seconds couteaux, ça n'a rien de négatif. Bien sûr. Mais chacun dans son job. Qui protège. Pour ensuite, pour protéger et pour préparer le terrain, pour ensuite amener le dirigeant dans une posture plus favorable. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme au rugby. On prépare pour faire arriver le dirigeant dans les meilleures conditions. C'est un sujet très sensible dans la gestion de la crise. C'est un travail d'équipe. Exactement. Merci. Je sais que vous êtes sensible au rugby. Merci Frédéric Fougera. Vous êtes le directeur de la communication d'Emeria qui souffle ses 50 bougies. Auparavant, c'était Foncia, vous l'aurez compris, mais qui aujourd'hui s'appelle Emeria. Mais ça fait 50 ans que cette entreprise vit et anime tout un réseau de collaborateurs. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, Frédéric. On fait une courte pause. Grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec le directeur France d'Indeed. C'est le leader du recrutement, évidemment. On va avec lui avoir une photographie très concrète du marché de l'emploi, des secteurs qui peinent, des secteurs qui cartonnent, et puis aussi à travers des études Indeed de découvrir la manière dont les salariés, les collaborateurs regardent cette campagne présidentielle, comment il regarde le télétravail aussi. Ça, c'est un sujet important. On va en parler avec lui dans quelques secondes, juste après la pause. Grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH pour parler recrutement avec Indeed, qui est le leader mondial du recrutement digital. On va en parler avec Mathieu Eloi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général d'Indeed France, spécialiste de l'innovation digitale. Parce que ce qui est intéressant, et juste un mot sur votre parcours, une grande partie de votre carrière se fait dans le digital. Vous arrivez de chez Google, me semble-t-il. Juste une question avant de parler de toutes vos études et de l'élection présidentielle. J'ai le sentiment que le recrutement est intimement lié au digital. Et qu'en fait, il reste une petite frange dans PME, TPE qui continue à faire ça à l'ancienne, mais qu'il y a une vague digitale gigantesque. Le fait est qu'on est dans un monde en transformation et vous avez raison, moi je venais pas de ce monde-là puisque j'arrivais de chez Google. Mais pas très éloigné. C'est pas très éloigné, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, je connaissais pas bien le sujet du recrutement en tant que tel. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'extrêmement commun, c'est qu'on est rentré dans un monde du média que vous connaissez bien vous, qui est devenu mesurable,
sous la faveur de la digitalisation, à la faveur de la digitalisation. Et le métier du recrutement suit effectivement plus ou moins le même chemin, avec cette tentation de pouvoir tout programmer, mesurer, optimiser. Et c'est une des choses que permet Indeed. Et d'accélérer, on en parlera avec vous, parce qu'il y a des enjeux chez Indeed, d'accélérer la rencontre entre le recruté et le recruteur, faire en sorte qu'on aille plus vite et qu'on gagne du temps et qu'on recrute plus. On va en parler. Une étude, parce que vous faites beaucoup d'études, tant sur le télétravail. La dernière, c'est sur la présidentielle. Ça, c'est très intéressant, cette étude, parce que il ressort que les personnes interrogées par Indeed considèrent que l'emploi, il ne parle pas de pouvoir d'achat, d'ailleurs, il parle de l'emploi, a été délaissé dans cette campagne présidentielle, et 92% de ceux qui sont inscrits sur ces listes électorales considèrent, à contrario, que l'emploi ce thème jouera un rôle important dans leur choix de bulletin. Comment vous expliquez que les candidats, alors vous allez me dire, il n'y a pas eu de campagne, c'était compliqué, comment se fait-il que ces sujets-là, les candidats en parlent peu ou pas ? Alors, c'est vrai que vous avez raison de mentionner aussi le pouvoir d'achat, parce que c'est un diptyque qui ne fonctionne pas à 100%, mais enfin quand même, l'emploi est d'une certaine manière un des éléments qui vous permet d'avoir du pouvoir d'achat. Et dans cette étude, on voit aussi que 42% des gens attendent pour leur propre personne un impact de cette présidentielle sur leur pouvoir d'achat. Déçus donc. Ils le relient au sujet de la présidentielle, au sujet de l'emploi dans la présidentielle, et effectivement, ils trouvent en grande majorité que l'emploi a été absent de la présidentielle. C'est pas faux, et nous, on a fait cette étude parce qu'on se disait, mais enfin, quand est-ce qu'on va parler d'emploi ? Mais d'une certaine manière, il faut quand même avouer que entre la précédente présidentielle et celle-là, il s'est passé une chose, c'est qu'on est arrivé presque au plein emploi en France. On est aujourd'hui à 7,5%. 5% le plein emploi en France ? Non, c'est plus. On est un peu plus élevé, enfin, ou un peu moins que dans les autres pays d'Europe. On considère que 7,5 à peu près, c'est le plein emploi en France. C'est le continent gelé de la France, ceux pour qui on aura beaucoup de difficultés à. Donc, attendez, vous nous dites que le chiffre de chômage aujourd'hui, on a presque quasiment atteint le plein emploi. Vous pouvez voir la tension qui existe sur l'ensemble des jobs. Bien sûr. Donc, c'est quand même un indicateur. C'est-à-dire que quand il y a une tension, quand les gens ont du mal à recruter, c'est qu'il y a moins de gens qui recrutent. Aujourd'hui, Indeed, c'est un peu une tour de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui viennent sur notre site qu'on peut à peu près voir toutes les tendances. On a 7 millions de flux. 7 millions, effectivement, de gens qui viennent tous les mois sur la plateforme. Et 10 millions de CV ? Et 10 millions de CV. C'est colossal. C'est colossal, et ça nous permet d'avoir un bon point de vue. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a plus de 35% d'offres d'emploi aujourd'hui par rapport à notre point de référence qui est juste avant Covid. Alors ça, c'est 35%. 35, ouais. C'est un indicateur de tension qui est importante. Il y a même des segments, les segments qui sont à plus forte, de première nécessité, disons, la santé, ce genre de choses, sont à plus 70% d'offres. Donc ça indique bien le niveau de tension qu'on connaît sur le marché français. Non, je vous dis ça parce qu'on a eu la ministre du Travail juste avant la campagne présidentielle, qui fut courte, et qui nous disait qu'elle estimait, elle, que le plein emploi serait atteint lorsqu'on serait arrivé à 5,5% de demandeurs d'emploi. Vous vous dites, on n'en est pas loin, à travers votre tour de contrôle et vos chiffres. Ça veut dire, excusez-moi de rentrer dans le sujet, mais qu'on a un chômage structurel qu'on ne pourra pas faire fondre. Si on est à 7,5 et qu'il y a des tensions sur le marché, on considère qu'il y a une partie de demandeurs d'emploi auxquels on ne pourra pas proposer d'emploi. Alors, je ne pense pas qu'il faut être défaitiste, mais c'est vrai qu'entre 5,5, c'est un peu la moyenne européenne. Oui, c'est ça. Dans le monde, on dit quand on est à 5,5, on est en plein emploi. Même plus faible en Allemagne. Oui. En France, on a quand même un chômage structurel qui est un peu plus difficile. Et la ministre du Travail, d'ailleurs, travaille beaucoup sur le sujet. On a des discussions intéressantes avec elle, avec Pôle emploi, sur quelle est la mission d'un Pôle emploi là-dedans. C'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que on a envie que Pôle emploi soit l'endroit où on présente des annonces et c'est une sorte de job board, ou est-ce que la mission de Pôle emploi, et je pense que ça doit être ça, c'est d'accompagner sur le terrain, ils ont une présence sur le terrain, ces 7,5 vers l'emploi le plus possible pour toucher plus les 5% d'une moyenne européenne. Quelques mots quand même sur, et plusieurs, parce qu'il y a la présidentielle qui a un peu oublié l'emploi et le pouvoir d'achat, et je vais vous dire, elle n'a pas oublié que ces thèmes-là, finalement, puisque c'est le pouvoir d'achat qui est venu finalement au dernier moment agiter l'actualité, mais ça a d'abord été l'immigration et la sécurité, puis en toute fin de campagne, le pouvoir d'achat. Il y a un sujet alors, qui est très smart job, qui est très Bismart, qui est le télétravail. Alors ce qui est intéressant avec Indeed, c'est qu'il y a 250 millions de flux monde sur Indeed, et que là aussi, vous avez une cartographie mondiale de l'activité du travail dans le monde. Et sur le télétravail, moi j'ai lu des choses très intéressantes dans vos études, c'est que vous dites
que le télétravail va continuer à vivre, à se développer, parce que le pays a un très bon niveau numérique, et ceux qui ne l'auront pas, qui seront en décrochage, auront du mal à poursuivre le télétravail. En un mot, États-Unis, ça cartonne, mais je vois l'Italie, et puis disons-le, la France, elle décroche sur le télétravail. Un peu en retard, oui. Elle est un peu en retard. Un peu en retard. C'est vrai que on a tous connu, y compris vous, y compris moi, cette expérience collective des 2 dernières années où on a beaucoup travaillé à la maison. D'ailleurs, vous m'avez invité plusieurs fois à venir sur ce plateau. Mais Je oui. ne pouvais pas venir. Interdit, c'est ça. Exactement, Il faut le dire. puisque j'étais en télétravail comme beaucoup de nos compatriotes. Mais cette expérience collective a aussi impliqué beaucoup de changements dans le management. Chacun de nous, dirigeants et pas dirigeants d'ailleurs, sort de cette aventure avec l'idée qu'il y a une manière différente de le travailler. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans les annonces, on pourra y revenir tout à l'heure, enfin sur ce que les gens cherchent. Mais toujours est-il qu'on s'est effectivement intéressé à quel est le pourcentage des offres qui proposent le télétravail. Ne voulant pas dire des emplois 100% télétravail, mais qui proposent cette option. C'est vrai que c'est un bon indicateur de quelle manière des pays plus que d'autres prennent des opportunités, puisque c'est quand même des opportunités qui sont offertes au monde. N'importe quelle personne qui a une famille, ou peut-être qui n'a pas de famille, mais qui aime travailler différemment, comprend les bénéfices du télétravail. Il y a beaucoup d'études qui montrent une plus grande opérabilité pendant le télétravail. Mais attendez, là, en ce moment, on est un peu, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais sur une ligne de crête, au sens où on ne sait pas trop si les entreprises françaises vont parvenir comme avant Covid. Parce que c'est ce qu'on voit dans vos études, c'est pas si simple. Alors, les Français veulent du télétravail, mais les offres ne le mettent pas. C'est vrai qu'on n'a que 5,9% des offres en France qui mentionnent le sujet télétravail. Il y en a plus de 15% en Allemagne, plus de 18% au Royaume-Uni. Donc la France est un peu en retard là-dessus. On sent un clivage, une tentation des managers de revenir au monde d'avant, dont je ne pense pas vraiment que ce sera le cas. Je ne pense pas vraiment qu'ils pourront le faire. Mais enfin, en tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas une adhésion fondamentale des organisations à cette nouvelle donne et à cette nouvelle possibilité. Mais comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a des pays plus, j'allais dire, plus actifs. Et je pense aux États-Unis, je pense à l'Angleterre, aux Britanniques. La France, c'est quoi? C'est une forme de patronat un peu 20e siècle? Parce qu'il y a beaucoup de décideurs qui vous disent en off, pas en plateau télé, mais qui vous disent bon, ça suffit, on fait revenir tout le monde, le télétravail, on le fera à la marge. Et au même moment, vous avez des salariés qui posent des annonces en disant s'il n'y a pas de télétravail, moi j'y vais pas. Alors il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, mais c'est vrai qu'on a aussi nous un paysage qui est particulier avec Paris qui est si important que ça. Donc c'est vrai que c'est plus facile sur la communauté des gens qui travaillent à Paris de venir au bureau. Je dirais la plupart des pays européens et mondiaux, les États-Unis que vous citiez sont beaucoup plus décentralisés. Les distances pour aller au travail sont beaucoup plus importantes. Donc nous, voilà, on a quand même, il faut le dire, ça pour nous. Ensuite, on n'est pas un pays on est un pays plutôt conservateur sur les manières de faire. On met toujours plus longtemps que d'autres pays à prendre le pli de nouvelles manières de faire. J'ai cité les Italiens quand même, parce que les Italiens aussi, il y a un reflux du télétravail en Italie. Oui, mais il reste plus haut que la France. Il reste plus haut, mais il reflue. Non, mais c'était pour qu'on ne se sente pas seul. Mais alors, il reste plus haut que la France, attention, parce que nous, ce qu'on mentionne, c'est les annonces d'emploi qui mentionnent le sujet du télétravail. Donc, c'est peut-être une chose différente de ce qui se passe dans la réalité. Mais c'est intéressant parce que ça en dit aussi beaucoup sur qu'est-ce que les employeurs ont envie de partager, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à leurs salariés. Nous, on pense que, et peut-être que c'est lié d'ailleurs au sujet de la tension sur le marché de l'emploi. Il y a beaucoup d'offres en ce moment, plus de 35%, je l'ai dit, plus d'1 million d'offres en ce moment sur la plateforme Indeed. 1 million d'offres. Oui, aussi parce que pas mal de gens ont quitté leur emploi. Il y a plus de 20% de démissions. Grande démission ou démission? Démission. Démission, non, on n'est pas dans le phénomène sur des emplois peu qualifiés. Vous le sentez sur le site de salariés qui disent je suis trop mal payé ou trop peu payé, je m'en vais. Si, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens. En fait, cette expérience collective a créé chez les gens l'envie de reprendre le cours de leur vie comme ils le souhaitent. Et donc, cette possibilité d'avoir un meilleur avenir, elle se traduit par l'emploi. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'on essaye de faire. Nous, chez Indeed, on essaye de donner aux gens la possibilité de choisir leur meilleur avenir en ayant des critères de choix qui leur permettent de dire est-ce que c'est un meilleur salaire, est-ce que c'est plus de flexibilité du travail, est-ce que c'est plus proche de chez moi, est-ce que c'est plus de sécurité du travail. Donc tout ça, chacun a des critères différents et c'est important de pouvoir le dire, le chercher. On va revenir sur cette étude parce que vous soulevez un sujet, c'est vous qui l'avez sorti cette étude, sur les critères qui motivent quelqu'un
à choisir un emploi. Et là aussi, ça peut paraître contradictoire avec des invités qui sont venus sur ce plateau, qui nous ont dit tout est en train de changer, c'est le sens. Vous dites, en tout cas dans votre étude, le premier critère, c'est le salaire. Et oui. Et non, mais ça vient tordre le cou à pas mal de choses que vous lisez, que vous entendez. Vous dites, c'est le salaire. C'est vrai, les gens nous disent toujours qu'ils cherchent un nouveau job pour le sens de ce job, mais la raison pour laquelle ils choisissent un job plutôt qu'un autre, c'est souvent le salaire. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on incite très fortement l'ensemble des recruteurs à mentionner le salaire sur les offres d'emploi. Ce qu'en France, là aussi, on est un peu hésitant à faire, mais nous, on pense qu'on devrait laisser les gens choisir en fonction de ce critère, parce que là aussi, c'est un des critères, mais on devrait pouvoir choisir en fonction de ça. Alors, restons un instant sur le salaire, puisqu'il fait écho au pouvoir d'achat et au débat qui est posé dans la campagne présidentielle, puisqu'on est en plein dedans. 40% des Français ont déjà refusé un emploi en raison d'une rémunération trop basse. Et j'ai envie de l'associer avec les secteurs dont vous me parliez tout à l'heure, les fameux secteurs sous tension, des secteurs qui sont les métiers de l'aide à la personne, les aides-soignantes, les transporteurs, les gens de la logistique qui sont dans des dépôts. C'est compliqué parce que vous faites du flux, vous n'êtes pas là pour conseiller l'entreprise, mais est-ce que vous les guidez? Est-ce que parfois vous leur dites là vous ne trouverez pas? Vos salaires sont trop bas et en plus vous allez perdre des effectifs parce qu'en fait les gens ne restent pas. Donc vous ne pouvez pas engager les collaborateurs. Alors, bon, c'est pas notre rôle, évidemment, de les guider. Mais c'est un sujet, quand même. Mais c'est un énorme sujet, puisque, effectivement, la plupart des métiers en tension sont les métiers qui sont difficiles, qui sont effectivement des jobs qui sont pas forcément très bien payés, qui sont difficiles, qui sont passionnants par plein d'égards, mais qui sont pas forcément bien rémunérés, pas forcément bien reconnus. Et c'est pour ça que nous, on incite énormément les recruteurs à la meilleure transparence et, du coup, de pouvoir se mesurer aux autres. Il y a une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est que sur Indeed, il y a des pages employeurs où les gens peuvent laisser des avis. On est aussi la plus grande source d'avis sur les entreprises. On a au sein d'Indeed une entreprise qui s'appelle Glassdoor, qui est la maison de verre qui permet de voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc les gens savent. Et les gens parlent. Les gens savent, les gens parlent. Et donc ce on conseille aux recruteurs, c'est d'être le plus transparent possible, le plus lisible possible, de dire leur message de la manière la plus forte possible pour qu'ils soient entendus. Et évidemment, on regarde des indicateurs de salaire. Donc, il y a eu, puisque vous me posiez tout à l'heure la question, on n'a pas noté, malgré cette tension, de très forte augmentation de salaire, puisque les salaires sur un an ont augmenté de 3,1%, ce qui ressemble étrangement au chiffre de l'inflation. Tout à fait. Il y a quand même... Légèrement en dessous, d'ailleurs. Légèrement en dessous. D'un point. Suivant qui les mentionne, mais en tout cas, il y a quand même des poches d'emploi qui ont fait un effort significatif. Le domaine du soin les restaurateurs. a augmenté de 6,7, les restaurateurs ont augmenté de quelque chose. Mais est-ce que vous le sentez sur le flux des annonces qui sont un peu plus pourvues lorsque un secteur augmente un salaire? Je pense aux restaurateurs, ils avaient d'énormes difficultés de recrutement. Est-ce que vous sentez que depuis la négociation sur Indeed, il y a un petit effet cliquet, on recrute plus ou pas? Ou ça joue pas? On recrute plus dans le sens où il y a plus d'offres, mais parfois aussi, quand il y a plus d'offres, ça veut dire qu'on a plus de difficultés à recruter. Et oui. Parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait plus d'offres, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de jobs, ça veut aussi dire qu'il y a plus de gens qui passent à la retraite, plus de gens qui ont quitté leur emploi, et pour une partie des nouveaux jobs. Mais non, je ne peux pas vous dire tout simplement, aussi simplement que ça. Ce qui est sûr, c'est que cette tension continue à exister, elle n'a pas diminué, elle ne s'est pas résolue dans les dernières semaines et ça continue même à augmenter puisqu'on a encore gagné 5 points ce mois-ci de pourcentage d'annonces supplémentaires par rapport à la période de référence qui est l'avant-Covid. Donc ça veut dire que l'économie, et c'était ma dernière question parce que je veux qu'on parle du futur, des innovations que vous mettez en place parce que vous avez lancé plein de choses. La crise économique dont on nous parle, des taux qui vont remonter, des entreprises qui sont frileuses, le moral des ménages qui ne suit pas. En tout cas, au moment où on se parle, vous ne le ressentez pas, en tout cas, sur les annonces. C'est-à-dire que les entreprises accélèrent, elles cherchent. Au moment où on se parle, les recrutements vont très fort et les entreprises cherchent beaucoup de profils. Ensuite, c'est vrai que ce genre de crise, elles mettent aussi du temps à entrer dans la réalité. Donc, c'est difficile de vous dire ce qui va se passer. Il y aura forcément, d'une certaine manière, un impact. Mais aujourd'hui, les entreprises continuent à recruter de manière extrêmement forte. Comme s'il y avait finalement une déconnexion entre les réalités économiques et le marché de l'emploi.
Oui, il y a une déconnexion temporelle, mais il faut dire que nous, comme consommateurs, on a des gros impacts sur l'énergie, etc. Mais aujourd'hui, c'est assez localisé dans un certain nombre de sujets qui sont très douloureux, mais qui sont des sujets localisés. Parlons de l'avenir de l'entreprise Indeed, parce que j'imagine que vous êtes en permanence, pour rester le leader mondial et le leader français, en train de réfléchir. Vous parliez de Glassdoor, de la transparence, des notations. Vous avez mis en place le Magic Matching. Alors bon, on voit de quoi ça parle. C'est quoi l'idée? Moi, j'ai lu en fait que votre promesse, c'était de réduire de 6 à 8 heures le délai de recrutement. Si on gagne 6 à 8 heures sur le recrutement, qui est souvent un peu long, et vous dites, grâce à ça, on va permettre à l'entreprise d'aller plus vite, de recruter plus. C'est bien ça l'esprit? C'est tout à fait ça l'idée. Vous me permettez de faire un tout petit retour en arrière? Mais bien sûr. Indeed s'est créé il y a une quinzaine d'années sur une idée extrêmement simple qui était une recherche pour tous les jobs. Un endroit pour rechercher tous les jobs. C'est-à-dire qu'on rassemblait en un seul endroit tous les jobs, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et depuis ce temps-là, on a beaucoup travaillé sur notre technologie pour la rendre de plus en plus perfectionnée, et notamment pour travailler sur ce que vous avez effectivement nommé le Magic Matching, mais qui est plus un concept qu'une réalisation. Le Magic Matching, c'est l'idée que on va mettre en face un job et une personne, ce qui serait vraiment l'idéal, et sur la plateforme ce serait réglé. Donc on travaille énormément là-dessus, et il faut se rendre compte que le métier du recrutement est un métier extrêmement ingrat, et l'ensemble des chercheurs d'emploi et des recruteurs l'ont vécu, puisque 90% des candidats ne reçoivent pas de réponse à leur candidature. La moyenne de réponse, c'est 3 semaines dans un marché tendu. Donc vous vous rendez compte, en 3 semaines, vous pouvez être recruté par n'importe qui. Donc, ça, c'est un vrai sujet, ça. Donc c'est un vrai sujet. Ouais. Il y a d'un côté là ces difficultés, et de l'autre côté, comme les candidats ne reçoivent pas de réponse, ils cliquent comme des fous. Et le résultat, c'est que les recruteurs sont sous des afflux de candidatures extrêmement importants. Donc la manière de faire fonctionne de moins en moins bien. Plus les gens s'habituent, finalement, d'une certaine manière, moins ça fonctionne. Ce trou noir des candidatures est sans fond, quoi, est un gros problème. Et la mauvaise qualité des candidatures est également un énorme problème. Et donc, on a travaillé sur des solutions. Donc, le Magic Matching nous permet d'optimiser la manière dont on match à travers tout ce qu'on connaît des chercheurs d'emploi. C'est des algorithmes, on affine un peu plus les recherches, on permet de... C'est des algorithmes, mais qui ne sont pas en fonction de ce qu'on sait du background d'un chercheur d'emploi, c'est en fonction de ce qu'il cherche. On laisse la liberté, la technologie laisse la liberté aux candidat de chercher ce qu'il cherche. Mais donc ça, c'était un premier step. Et puis le deuxième, c'est probablement c'est l'automatisation, c'est-à-dire raccourcir tout le tunnel qui est la candidature, la sélection des CV, on jette tous les autres à la poubelle, on essaye d'appeler des gens qu'on n'arrive pas à avoir, finalement on obtient un rendez-vous, ils viennent pas, et peut-être qu'à la fin, etc. Et donc on essaye de faire... Et ça coûte cher, hein, par ailleurs, c'est un coût très élevé. Très cher, c'est beaucoup de temps, d'énergie un peu négatif pour les recruteurs. Et on essaie de faire quelque chose où, au lieu de cliquer sur un bouton « Je candidate », je vais cliquer sur un bouton « Je rencontre un recruteur ». Et directement, j'ai accès à l'agenda du recruteur et je le rencontre. Et donc cette promesse extrêmement forte... Donc une vraie connexion, là. Une vraie connexion. Cette promesse extrêmement forte de « je ne vais pas mettre une candidature qui va servir à rien, je vais rencontrer quelqu'un », fait qu'il y a un filtre naturel et que les gens sont beaucoup plus sérieux à l'heure de faire ça et qu'on facilite énormément la rencontre. Donc c'est pas une bouteille à la mer. Non. La personne sait qu'elle va être connectée à l'agenda. Oui, parce que ce qu'on lui propose, c'est ça. Hein. Oui, ce qu'on lui propose, donc la pression est forte. C'est de rencontrer quelqu'un. Donc la pression est forte, et donc vous vous dites bon bah si c'est pas un job pour moi, je vais pas. Il y a toujours des farfelus. Hein, mais vous avez raison. On clique parce qu'on sait que c'est une bouteille à la mer, et quand on clique dans votre formule Magic, là on sait que la pression est plus forte. Absolument. Et ça veut dire aussi que de l'autre côté, l'entreprise, et ça c'est une promesse que j'imagine vous faites, il faut qu'elle ait les équipes formées pour pouvoir recevoir le flux de candidatures. Et c'est la partie la plus compliquée. Alors, bien le flux de candidatures, ils sont habitués à les recevoir. Oui, non, mais il faut le gérer. Au lieu de recevoir des mails, CV, bien sûr. Au lieu de recevoir des mails ou des CV, ils vont rencontrer des gens. Et donc, effectivement, ça suppose beaucoup de changements dans les habitudes. Donc, on a un certain nombre de recruteurs qui sont les plus avancés, qui ont décidé de commencer à travailler ça de la manière... c'est un virage pour l'entreprise. Mais c'est un virage très fort, organisationnel, de manière de faire.
Bien sûr. pour les entreprises. Ouais. Avant de nous quitter, on a beaucoup parlé de l'élection, on a parlé du télétravail, on a parlé de ce marché du travail. Et puis un mot quand même, parce que je sais que vous êtes aussi engagé avec le groupe SOS et notre émission est partenaire d'Un jeune, une solution. On a beaucoup parlé du contrat engagement jeune, on a beaucoup parlé de ces jeunes non diplômés finalement qui sortent des écrans radars. Quelle est la promesse d'Indeed associée avec ce groupe SOS qui est très engagé sur le terrain, dans des quartiers de banlieue? Qu'est-ce que vous apportez là? Ouais, c'est une question très intéressante. J'aurais pu d'ailleurs la mentionner quand on a parlé du continent gelé. Mais oui. Nos 7,5, passer du 7,5 au 5,5 de chômage en France, qui est en quelque sorte le plein emploi, ça va supposer de ramener à l'emploi plein de gens qui n'y sont pas. Ceux dont on parle là. Ceux dont on parle. Et donc, effectivement, ça suppose de changer plein de pratiques. Donc, parfois, il est question de discrimination, etc. Le sujet est très loin d'être seulement la discrimination à l'embauche, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en réalité. Moi, j'aide un certain nombre de gens, personnellement, à de quartiers un peu difficiles à retrouver un emploi. C'est quoi? C'est du mentorat? Enfin, du mentorat, non? Vous accompagnez? Oui, il faut les accompagner, puis il faut aussi que les entreprises en face soient habituées à faire ça. Donc, un exemple, j'ai travaillé avec le Club Med sur un cas, et le Club Med, ils font une chose qui est très intéressante, c'est qu'ils savent très bien que dans un grand nombre de cas, la première fois qu'ils ont rendez-vous avec quelqu'un, cette personne ne va pas venir. Et donc, ils sont prêts à lui proposer un deuxième entretien et peut-être même une deuxième chance. Une deuxième chance et une troisième. Mais donc, ça paraît des choses absurdes, mais c'est un peu ça qu'on fait avec le groupe SOS. On accompagne nos clients et on les aide à se former à une nouvelle manière de recruter, parce qu'il y a beaucoup de gens d'extrême talent, etc., mais qui sont loin du monde de l'emploi. Et c'est vrai que les ramener là, ça va supposer de changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a un problème de discrimination, ça ne va pas. Il faut aller chercher les cas les uns après les autres. Et je pense que d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Pôle emploi peut avoir un rôle très important d'accompagner individuellement les gens dans ce retour à l'emploi. C'est d'ailleurs l'objectif du contrat d'engagement jeune, mission locale Pôle emploi, avec un référent qui les suit, un peu contraignant d'ailleurs, il faut le dire. Vous me faisiez une petite confidence, parce que c'est toujours difficile de faire fendre l'armure à un dirigeant d'entreprise ou à un directeur général, mais vous nous disiez qu'à titre personnel, vous vous engagiez physiquement dans certaines écoles, établissements. C'est ça que vous faites? Oui, c'est ça que je fais. Au-delà de votre casquette Indeed, mais oui, vous le faites... C'est très facile pour moi, parce que finalement... c'est votre cœur de métier, ouais. Caché derrière ma plateforme tranquillement, mais je voulais aller un petit peu au contact pour me rendre compte, puisqu'on travaille avec le groupe SOS, la réalité, me rendre compte un petit peu de la réalité. Et la réalité, effectivement, est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus diffuse qu'on l'imagine. Et il y a effectivement un gros travail à faire pour aller chercher des individus, non pas des groupes, etc. Et c'est pas des sujets d'argent, c'est-à-dire que le contrat d'accompagnement, c'est très bien, mais 500 € ne va pas ramener quelqu'un à l'emploi. C'est un accompagnement personnel, c'est le montant, et aussi en face des gens, des entreprises capables de les accueillir. Mais vous nous dites quoi? C'est au-delà des 500 € du contrat engagement jeune, dont vous dites qu'évidemment c'est un peu juste, mais que c'est un travail sur la confiance. C'est ça. C'est un travail sur la confiance, c'est un travail sur l'éducation, c'est un travail sur la compréhension d'un monde qui est un peu loin d'eux. Et réciproquement, d'accepter un monde que l'entreprise... des entreprises d'être capables d'intégrer des gens qui sont un peu loin d'eux et de leur faire un chemin avec eux. Merci Mathieu Eloi d'être venu nous rendre visite. C'est passionnant d'avoir fait. C'est à la fois une cartographie française, puis avec Indeed, on a aussi une cartographie mondiale. Juste avant de nous quitter, la cartographie française, on l'a faite, mais mondialement, vous la voyez arriver, cette crise, ou pas? Parce que vous avez évidemment un pied quasiment dans tous les pays. On se situe où, la France, par rapport à nos concurrents et à d'autres pays? La France était moins descendue pendant la crise du Covid. Du coup, la remontée est un peu plus lente. Mais aujourd'hui, on ne voit toujours pas de ralentissement. L'Allemagne, par rapport au chiffre de plus 35 que je citais pour la France, est à plus 66. 66, ouais, exactement. L'Angleterre, j'en parle même pas. Les États-Unis, c'est la même chose. Donc, nous, on fait un chemin doucement mais sûrement. Mais c'est vrai qu'il y a une situation de l'emploi dans le monde qui est extrêmement vigoureuse. Et donc qui peut maintenir notre croissance. Qui peut maintenir notre croissance. Par ailleurs, pour la France, la flexibilité du monde du travail, le fait que les gens changent de job, etc., est quand même une chance par rapport à un pays un peu congelé où les gens restaient dans leur job pendant très longtemps. Et ça, c'est une nouveauté en France, qui était un gros mot, la flexibilité. Souvenez-vous, on avait peur d'utiliser ce mot. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Mathieu Eloi, directeur général d'Indeed France, avec ses 7 millions de connexions et de flux et 10 millions de CV, 1 million d'offres d'emploi au moment où on se parle sur le site Indeed. Il y a peut-être emploi à votre pied. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle des commerciaux avec un concept un peu particulier, vous allez voir. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On accueille Éric Vernier, fondateur du cabinet The Best of Human. Bonjour Éric. Alors, très rapidement, dans votre bio, vous avez été commercial, directeur commercial, vous avez géré des commerciaux, puis aujourd'hui, Best of Human, c'est du recrutement de commerciaux. Donc, vous connaissez parfaitement cet environnement, ce métier. C'est quoi la théorie des fauves, avant de parler du recrutement? Comment vous avez conceptualisé tout ça? Alors, la théorie des fauves, C'est des fauves, les commerciaux? ce sont des fauves. Pourquoi ce sont des fauves? Puisque en tant que recruteur de commerciaux, on me demande tiens, je voudrais un chasseur. Ok, un chasseur. Et c'est un stéréotype que j'ai voulu casser. J'allie plusieurs choses. Hein. En grande théorie, vous avez celle de Darwin, qui est, vous savez, la sélection naturelle, en fait, l'adaptation des espèces à leur environnement. Et en fait, j'étais complètement surpris dans ce monde des commerciaux où on fait tout le contraire et on s'évertue à recruter des pingouins pour la savane africaine, au titre que ces pingouins parlent bien et ils présentent bien. Et des lions dans le Groenland, quoi. C'est complètement. Donc, à un moment, par rapport à cette démarche, tiens, recrute-moi des chasseurs, ok, le contre-pied était de dire, tiens, c'est quoi un chasseur pour toi? C'est un fauve? Ouais, c'est ça. Donc, un fauve, on va prendre le meilleur, c'est le lion. Super. Et là-dessus, forcément, la réponse est oui, c'est le lion. Mais déjà, il y a une erreur, ce sont les lionnes qui chassent. Donc déjà, c'est pas aussi fin que ça. Et aussi simple que ça, ouais. Le point de vue est tronqué. Et la deuxième chose, et à ce moment-là, si c'est un fauve, pourquoi c'est pas un guépard, un lion, un tigre, etc. Et la théorie des fauves, c'est d'expliquer. Je reviens à Darwin, hein, c'est finalement prendre la bonne espèce sur le bon milieu naturel. Quel est ton milieu naturel et quel est ton fauve? Et je prends l'exemple, par exemple, du guépard. Regardez le guépard. Si on prend au niveau des commerciaux, ça va parler à tout le monde, un ratio de transformation. Vous savez, je fais 2 entretiens, je fais une signature. Ratio de transformation du guépard, 50%. C'est le meilleur des fauves. Et puis, il est meilleur que le lion, parce que le lion ou la lionne, d'ailleurs, c'est 30%. Ça se repose un peu, ouais. Voilà. Et que du coup, il court super vite, 112 km/h, c'est génial. Bon. Et donc, c'est le meilleur. Oui, c'est celui-là que je veux. Ben non. Si vous prenez ce fameux guépard, que vous le mettez encore une fois dans la jungle où il y a des arbres, il va mourir de faim, il n'est pas adapté. Donc, en réalité, il y a bien une différence entre le guépard qui, pour moi, est un vendeur, vous savez, one shot, c'est celui qui vend des encyclopédies, il rentre dans l'immeuble, il fait tout l'immeuble, c'est je cours très très vite, j'essaie de vendre, j'y arrive pas, je passe à une autre. Et par rapport à quelqu'un qui vend un logiciel, un ERP, qui va convaincre à la fois des acheteurs et des prescripteurs. Donc Éric, vous nous dites qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui est mis au bon endroit, dans le bon environnement. C'est-à-dire qu'un très bon commercial sorti de son contexte dans un environnement qui ne lui convient pas, et ça sera un mauvais commercial. Donc votre métier, c'est d'implémenter la qualité du commercial dans l'espace dans lequel il va évoluer. C'est ce qui me semble assez logique. C'est complètement vrai, c'est ça. Et si vous prenez même le pingouin, on revient là-dessus, c'est qui a un fauve pour les poissons quand même. Mais il est super agile dans l'eau et en fait, si je veux attraper du poisson, il vaudra mieux un pingouin qu'un ours blanc en fait. Hein. Vous voyez, donc c'est le bon environnement pour la bonne personne. Donc c'est déjà un bon audit. C'est ça que je veux préconiser avec la théorie des fauves. C'est déjà de savoir de quoi j'ai besoin. Mais pour en venir au secteur, puisqu'on avait tout à l'heure le responsable d'Indeed qui nous faisait une cartographie, resserrons-la sur le métier des commerciaux. C'est compliqué le recrutement en ce moment des commerciaux. Toutes les entreprises, un petit peu comme les ingénieurs de la tech, recherchent le commercial. Alors je ne sais pas si c'est un pingouin, un lion ou un guépard, mais en tout cas ils recherchent le mouton à 5 pattes et qu'ils ne trouvent pas. Et ils ont besoin, pour vendre leurs produits, de bons commerciaux. Déjà, ils cherchent tous des chasseurs. C'était d'ailleurs le titre d'un de mes articles. Et finalement, il ne leur faut pas forcément tous des chasseurs. Il faut des développeurs, il faut des custom success managers, il faut de tout. Justement, de quoi ont-ils besoin? Et c'est vrai que c'est dur. Pourquoi? Un ingénieur, c'est facile, c'est carré. Hein. Il connaît la CAO, il connaît la dynamique des fluides, il connaît le calcul des matériaux. Ok, je coche les cases et c'est bon. Un commercial, c'est quoi? Finalement, on peut mesurer qu'il est bon, non pas immédiatement sur son chiffre d'affaires, mais sur son travail et sur ses capacités à déclencher ce chiffre d'affaires. Donc c'est rond, un commercial. Et pour des gens qui ont l'habitude de recruter des carrés, c'est difficile de recruter des ronds. Donc ça, c'est votre métier, c'est de réussir à mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment. C'est bien ça, votre mission dans l'entreprise. C'est complètement ça, mon mission. Ça veut dire que vous avez un panel de personnes qui correspondent, je dirais, au livre de la jungle, avec différents profils, mais et vous avez dit, lire à votre client, non, là si tu prends un guépard, ça ne marchera pas. Je te propose, d'ailleurs, je ne sais même pas si vous utilisez les animaux quand vous parlez à vos clients, enfin, je ne pense pas. On travaille, déjà, j'explique la théorie des fauves. Ah oui, vous vous amusez vraiment à le faire. Ah oui. Et j'interviens également dans un
un organisme de formation, l'IRCE, sur Aix-en-Provence, où effectivement je m'appuie sur la théorie des fauves pour enseigner le management et le recrutement des commerciaux. Pourquoi c'est dur de recruter les commerciaux en ce moment? Est-ce qu'il y a une crise des vocations? Est-ce qu'il y a une mauvaise image du métier et de la profession? Parce qu'il y a des clichés autour de ce métier. Qu'est-ce qui se passe? C'est dur parce qu'en fait, ils ont un très fort pouvoir, il ne faut pas se le cacher. Tout le monde veut les chasseurs et en même temps. Donc, tout le monde veut les mêmes. Ça, c'est la première des choses. On parlait aussi de grandes démissions. Ouais. C'est un terme qui est utilisé pour les USA et d'ailleurs qui est repris aujourd'hui dans un article où on parle effectivement, on dit que 60% des personnes sont prêtes à changer soit de job, soit d'entreprise, soit effectivement de secteur Chez les d'activité, commerciaux soit de se former. aussi? Et c'est encore pire chez les commerciaux, parce que les commerciaux, eux, ils sont très forts dans leur domaine, donc ils sont prêts à changer d'entreprise. Vous avez un Mais pas de secteur. Pas de secteur. Parfois de secteur, ils essaient, bien sûr, c'est normal. Et chacun, en fait, moi, je considère que je recrute sur les valeurs et sur les projets. Donc, quelqu'un qui a besoin d'un autre projet, ça peut générer une grande démission. Concrètement, aujourd'hui, le marché des commerciaux, je dirais, il se porte comment? Vous me dites qu'il y a des tensions sur certains secteurs. Vous, votre métier, c'est quoi, pour le résumer, pour le dire simplement? C'est quoi? C'est faire de la psychologie? Parce qu'il faut quand même que vous les rencontriez, ces commerciaux, pour qu'ils soient placés au bon endroit. C'est quoi vos critères? Comment vous les travaillez, ces commerciaux, pour être sûr de ne pas vous tromper? Alors, dans notre méthodologie, puisqu'on est cabinet de recrutement, donc c'est-à-dire qu'on va faire du sur-mesure par rapport aux besoins du client. C'est ça. Donc, déjà, la première étape, c'est de l'aider à trouver quel est son besoin et de l'accompagner s'il le faut sur ce besoin-là. Bien souvent, et c'est vrai surtout pour les PME, ils ne savent pas exactement de quoi ils ont besoin. Donc déjà, on les aide sur ce diagnostic. Un peu comme un médecin, vous savez, si vous avez mal au ventre, ok, vous prenez du paracétamol, mais peut-être que c'est pas ça. Donc déjà, est-ce que c'est ce médicament-là qu'il faut ou un autre? Donc un diagnostic approfondi avec vos... Exactement. Et à ensuite, partir de ce moment-là, allez chercher, puisque nous, on est en démarche active, on est en approche directe ou effectivement en réponse annonce, mais cette approche directe fait qu'on va chercher les commerciaux. Il faut savoir aussi que 40% des commerciaux ne répondent pas aux annonces. C'est-à-dire que si un cabinet ne vient pas les chercher, ils attendent. Donc là, ils se comportent un peu comme des lions et rois de la jungle quand même. Ce sont les rois de la jungle. C'est ça l'idée, c'est que globalement, ils ont un certain pouvoir. Évidemment, ils pèsent beaucoup pour le chiffre d'affaires et ils se disent, après tout, qu'ils viennent et ça fera monter les enchères. Ils ont le pouvoir. Ils sont trop gourmands sur les salaires, les commerciaux, en ce moment, ou pas? On parle de projet. Moi, je pense le salaire est important. C'est une raison de refus. C'est pas une raison de changement. C'est-à-dire qu'ils cherchent un projet avant tout, et ça, je les aide là-dessus. Et je fais rencontrer de beaux projets. Le projet d'une société, le projet d'un candidat. Mais à partir du moment où ce projet leur plaît, il faut un minimum. Ils ont été aussi marqués par la crise. Le fixe est devenu important. J'ai beaucoup de clients qui veulent minimiser le fixe pour minimiser leurs risques. Et en même temps, ils minimisent le nombre de candidats qui pourraient être intéressés. Donc on minimise le fixe, on réduit le fixe? Ou en tout cas, on ne l'augmente pas sur des périodes où il y a une très forte pression sur... Mais en même temps, le commercial, de l'autre côté, lui, préfère avoir un fixe un peu plus large pour pouvoir aussi se garantir une certaine qualité de vie. À régler son loyer. Ben oui, la qualité de vie. Ouais. Merci Éric Vernier, dompteur de fauves, c'est comme ça qu'on peut vous appeler. Sans le fouet. Sans le fouet, vous domptez des lions, des guépards et aussi des pingouins. Mais c'est peut-être plus facile à dompter des pingouins, évidemment. Fondateur du cabinet The Best of Human. Oui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Commercial, directeur commercial et aujourd'hui recruteur, agence de recrutement des commerciaux, qui est un secteur sous tension. Merci de nous avoir rendu visite, Éric. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de votre fidélité, évidemment, et de toutes vos réactions. Merci à l'équipe derrière, en régie. Merci à Elisa pour la réalisation. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily qui nous accompagnait aujourd'hui. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye.